pour ce webinaire, aujourd'hui, nous avons donc souhaité, avec Yann, vous proposer une approche de la culture brevet, euh, voilà, un petit peu métaphorique, avec cette logique d'embarquement immédiat. Peut-être avez-vous vu le teaser et la vidéo, donc avec cette logique où finalement le monde de la propriété intellectuelle et des brevets est un vaste monde, composé, comme on l'a dit, d'îles, d'archipels et de continents, dans lequel parfois il faut naviguer un peu à vue, parfois dans le brouillard, parfois avec du gros grain, parfois avec de la tempête, et puis parfois sur des océans plus calmes, parfois des océans rouges, parfois des océans bleus. Et c'est pas toujours simple de se repérer et d'avoir la bonne boussole. Donc aujourd'hui, vous allez d'une certaine manière, Yann, nous aider un petit peu à nous repérer aussi dans tout ça. Donc parmi vous toutes et tous, vous êtes maintenant une trentaine de personnes. Peut-être que certains d'entre vous sont rompus, et bien évidemment à ce monde-là. Mais je crois que c'est toujours intéressant pour ceux qui le sont moins d'avoir cette vision que vous allez nous partager sur effectivement tout ça. Donc, trois parties pour notre webinaire. Une première un petit peu importante qui sera dédiée à comment lire un brevet. Voilà, parce que parfois c'est un petit peu un langage qui est un peu, parfois un petit peu mystérieux pour les moins habitués, les plus novices. La deuxième partie sera consacrée à comment chercher vite et bien dans les bases. Et enfin, comment l'exploiter au mieux. Voilà. Donc, alors, un dernier petit détail, je dirais logistique, si je peux me permettre. Vous avez donc la possibilité de poser des questions. Donc là, simplement, soit vous pouvez poser des questions dans le module Q&R que vous avez dans votre barre en bas. Nous allons les guetter. Vous pouvez également poser des questions dans le chat. Vous pouvez également lever la main. Et dans ces cas-là, on vous permet de vous afficher et d'ouvrir votre micro pour poser des questions à Yann. Cela dit, privilégiez plutôt, je dirais, des temps où on vous invite à poser des questions pour éviter effectivement de casser la dynamique de Yann. Effectivement, il y a le match de foot, j'ai vu qu'un... Mais on est quand même en huitième, alors c'est pas très glorieux, mais enfin on y est quand même, je dirais, si, voilà, si... par le jeu des points. Maintenant, il faudra savoir contre qui on jouera en huitième de finale. Voilà tout. Yann, c'est à vous, et encore un grand Merci, merci. Je vous merci laisse la main. beaucoup. Voilà, merci beaucoup, beaucoup Anne. Et donc très heureux de partager ma passion des brevets. Et avec ce titre, effectivement, culture brevet dans l'entreprise, embarquement immédiat. Alors, il faut que je vous prévienne, euh, quand on s'embarque dans les brevets, ça risque d'être un embarquement sans retour. Donc, pourquoi? Parce que quand on utilise bien les brevets, c'est très efficace pour innover et ça peut vraiment devenir une passion. Et c'est mon cas. J'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais petit, si je peux dire, comme Obélix. Voilà. Et alors, me direz-vous, euh, quand on voit la faible proportion d'innovateurs qui aiment les brevets, qui sont passionnés par les brevets, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est, à mon avis, dans une situation complètement paradoxale. C'est-à-dire que les réflexes normaux des innovateurs, c'est de dire les brevets, c'est illisible, voilà, c'est réservé à des juristes. Et en fait, quand on rentre bien à l'intérieur d'un brevet, on se rend compte que c'est un modèle de langage pour structurer les connaissances pour l'innovation. Et je ne connais pas mieux. Puis un autre paradoxe, c'est que la source d'information brevet dans les bases est absolument fabuleuse en quantité, en qualité, en structuration. Et elle est très peu utilisée par les innovateurs. Donc, ce que je vous propose, c'est de peut-être de vous raconter une petite anecdote qui illustre un peu cette situation paradoxale. Alors vous imaginez, et je pense que ça rappellera les choses à certains d'entre vous qui ont vécu des expériences similaires. Donc imaginez un élève ingénieur qui est en deuxième année, qui arrive dans une entreprise, on l'appellera GFC, et cette entreprise d'une centaine de personnes développe des systèmes de contrôle pour des installations sous pression, disons. Et donc il arrive, il voit l'ingénieur qui va être son responsable de stage, qui lui explique qu'il n'a pas trop de temps à lui consacrer, il lui explique un peu en gros le projet sur lequel il va travailler, projet sur lequel travaille déjà depuis 3 mois trois personnes du bureau d'études et puis ils sont en retard sur les délais, etc. Donc manifestement, l'accueil du stagiaire, il n'y a pas tout à fait les disponibilités pour. Et donc en discutant avec le stagiaire, l'ingénieur découvre que il a eu une petite formation sur les brevets. Alors là, il saisit la balle au bond. Il dit, tiens, ben justement, est-ce que tu ferais pas une recherche de ce qui existe dans les brevets qui ressemble un peu à ce qu'on fait? Ça nous aiderait
L'ingénieur m'a dit après, en faisant ça, j'avais surtout l'idée qu'ils se mettent un peu dans le sujet sans nous pomper trop de temps. Donc voilà. Voilà. Et donc le stagiaire repart avec cette mission d'aller voir dans les brevets. Il repart avec un certain nombre de plans, de dessins, et puis donc avec la mission de chercher. 2 jours après, il retourne dans le bureau de l'ingénieur et lui dit, bah, j'ai trouvé ça. Et ça, c'est un brevet français pour lequel les dessins sont vraiment très très proches de ce qu'ils sont en train de développer depuis plusieurs mois. Alors l'ingénieur est un petit peu estomaqué, et puis brevet, il sait quand même qu'il y a des risques et autres. Voilà, donc il téléphone à un ami, qu'il met en contact avec un conseiller en propriété industrielle, il y a une réunion visio, et puis le conseil, en regardant le brevet, dit, ouais, c'est vrai que vous êtes bien dedans, mais attendez, on va regarder un peu ce qu'il y a autour. Il regarde le rapport de recherche. Il dit, mais finalement, non, il n'y a pas d'ennui pour vous parce que ce brevet français, quand je vois le rapport de recherche, il est complètement antériorisé par un autre brevet et cet autre brevet est dans le domaine public, donc le brevet, il ne sera pas délivré ou vraiment sur des pouillettes. Ouf, donc voilà. Donc, euh, la conclusion de l'histoire, c'est que, un, le stagiaire a une très belle prime de stage et que, deux, l'entreprise a mis en place une formation brevet et une veille brevet. Voilà. Cette histoire que je vous raconte, je pourrais vous en raconter un certain nombre, et je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui ont vécu ou qui ont entendu ce genre d'histoire qui montre le gâchis considérable de non-utilisation des brevets. Mhm. Mais alors, du coup, Yann, cet exemple que vous expliquez, qui fait partie Oui, effectivement de l'histoire de votre expérience professionnelle, montre bien effectivement combien, à un moment donné, il y a un manque de culture brevet oui, tout à fait. dans l'entreprise. Et d'une certaine manière aussi un manque de culture de manière transversale dans l'entreprise, de tous les Oui, acteurs et de tous les oui, services. Et donc, tout à à fait. votre avis, pourquoi cette culture brevet est-elle aussi peu répandue en réalité dans le monde de l'entreprise? Alors, je répondrai tout simplement parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Alors, je précise un peu ma question. Dans l'enseignement supérieur, à de très rares exceptions près, à ma connaissance, on n'apprend pas à lire vite et bien les brevets, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure. Mhm. Et lire vite et bien les brevets, c'est-à-dire avoir cette agilité qui permet de comprendre la structuration des connaissances, c'est la base de tout. Mhm. Si vous n'êtes pas à l'aise pour lire vite et bien les brevets, vous ne pouvez pas aimer lire les brevets. Si vous n'aimez pas lire les brevets, c'est pas la peine d'aller chercher des brevets dans les bases. Vous ne pouvez pas faire de la créativité avec ce que vous avez trouvé. Vous ne sentez pas dans ce que vous êtes en train de développer ce qui peut être protégé. Donc cette base de s'approprier ce langage des brevets, c'est la base de tout. Et tant qu'il n'y a pas ça, tout le reste, à mon avis, c'est un petit peu fondé sur du sable. Mhm. Alors, de fait, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que vous l'avez toujours dit et vous êtes connu et reconnu pour ça, le fait d'être passionné par les brevets et de Oui, vouloir toujours partager cette passion. Vous venez de dire, il ne faut pas seulement savoir lire un brevet, mais il faut aimer lire un oui, brevet, tout à fait. ce qui en Oui, soi n'est pas la même chose. Et d'une certaine manière, vous dites souvent que les innovateurs doivent apprendre à lire et savoir aimer lire les brevets. Il y a une oui, forme de... Voilà, il y a quelque chose, une oui. dimension un petit peu plus supérieure à tout ça. Et comment faut-il faire finalement pour aimer ça, quoi? Est-ce que Alors, ça s'acquiert? ça s'acquiert. D'abord, ce qu'il faut, c'est partir de se mettre dans la peau des innovateurs. Mhm. Se mettre dans la peau des innovateurs, qu'est-ce qu'ils aiment faire, quels outils ils utilisent, quelles sont les idées reçues sur le sujet. Et comme vous le disiez, c'est un langage très particulier, assez déroutant, en fait, le langage des brevets. Ce langage, contrairement à ce qu'on pense, quand on l'explique, il est très logique pour les concepteurs. En revanche, il n'est pas du tout naturel. Donc, pour que vraiment ils se l'approprient, il ne suffit pas de leur dire, bah, voilà comment on lit un brevet. Il faut qu'ils utilisent ce langage, non pas seulement pour lire, mais aussi pour écrire, c'est-à-dire pour créer. Et c'est à partir du moment où ils ont utilisé ce langage pour créer des solutions nouvelles, qu'ils s'approprient ce langage et qu'ils sont capables à la fois de lire et de créer, en fait. Mhm. Mhm. Alors, ce que je peux, c'est peut-être cette question d'utiliser les brevets pour créer. Mhm. Je peux peut-être le traduire à travers un peu l'histoire des brevets pour comprendre comment on est arrivé là. Parce que les premiers brevets étaient faciles à lire. Ce qui alimente d'ailleurs un certain nombre de remarques que j'ai eues de concepteurs qui disent, mais de toute façon, c'est un langage juridique et les juristes ont fait exprès de le rendre incompréhensible. Ce qui n'est pas exact, quelques exceptions près qui maquillent un peu, mais c'est devenu difficile à comprendre parce que c'est un langage de conception très abstrait.
C'est un langage pour les concepteurs, mais qui est abstrait. Et tant qu'on ne l'a pas appris, comme le solfège pour la musique, bah, il est évident qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vous propose de faire un petit aperçu historique de l'histoire des brevets, une sorte de traçabilité des choix de conception pour la création du langage brevet. Et Oui. pour ça, je peux prendre l'écran et vous montrer quelques images. Alors peut-être Quelques avant que vous images. commenciez à monter les images, est-ce que déjà dans ces 10 premières minutes, effectivement, y a-t-il des questions, des souhaits d'intervention? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, il y a beaucoup d'anecdotes hein, dans ce monde des brevets. Vous-même, vous avez raconté l'anecdote du stagiaire et de l'ingénieur. Voilà, je suis là aussi pour essayer de vous inviter à... Alors, je vois que dans le module questions-réponses, il n'y a pas de questions. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Voilà. Et pas de main levée, a priori. Donc, Donc, on continue. on Et donc là, continue. vous voyez, vous avez sous les yeux le brevet numéro 1 déposé aux États-Unis, 1790, écrit bien sûr à la plume d'oie, authentifié par George Washington himself. C'est un procédé pour fabriquer du sel de potasse. Mais au départ, la description était relativement libre, en fait. Donc, au point de vue technique, les innovateurs qui sont capables de refaire l'invention comprennent, mais en revanche, les limites juridiques sont d'un brevet, le périmètre de propriété d'un brevet est assez flou. Donc ensuite, ce qu'ont fait les offices de brevet, c'est qu'ils ont dit, bah, écoutez, donnez-nous un résumé des caractéristiques essentielles de votre invention. Et on voit apparaître ce type de brevet. Petit clin d'œil à un inventeur célèbre, Albert Einstein, qui a fait ça avec son ami Léo Szilard, qui travaillait pour Electrolux, etc. Et donc, vous avez ici, dans le résumé à la fin du brevet, vous avez une sorte de liste à la Prévert de caractéristiques. Et là, c'est encore à peu près compréhensible. Mais le coup d'après, c'est là où c'est devenu véritablement abstrait. Et là, il y a la présentation, je dirais, un petit peu moderne des brevets. Le cœur du brevet sont les revendications, et on va y revenir. Et plutôt qu'une liste de caractéristiques techniques, c'est maintenant une formalisation de conception qui est extrêmement abstraite et puissante, du coup. Donc, on y reviendra. Il y a bien sûr la description avec les dessins, la première page, la dernière page. Et quand on regarde un petit peu la structuration, ce qui est obligatoire, parce que c'est un plan international, c'est que la description, il y a un certain nombre de sous-titres qui sont plus ou moins dans les brevets, les Américains étant parmi les plus disciplinés avec les Japonais. Mais si on traduit ces sous-titres sous forme de questions, on se rend compte que la description, en fait, c'est toutes les bonnes questions qu'il faut se poser pour innover. C'est vrai pour innover techniquement, même pour innover dans l'organisation, pour innover dans sa vie personnelle. Quand on innove, il faut toujours se demander, au fait, c'est dans quel domaine, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que je propose de nouveau dans les caractéristiques essentielles et comment je le mets en œuvre dans le détail et jusqu'où je peux utiliser ce que j'ai créé. Donc, les questions qui sont dans la description seront vraiment des questions géniales pour l'innovation. Et la question qui est posée dans les revendications est une question qui est logique, mais qui n'est absolument pas pour des concepteurs, mais qui n'est pas naturelle. Cette question, je prends ma respiration, quelles sont les combinaisons nouvelles de moyens proposés? Quand on parle à des innovateurs d'une solution qu'ils sont en train de développer, c'est mieux, ils sont tout feu tout flamme, ils parlent des objectifs, des résultats, des avantages, des contraintes, etc. Mais si on leur dit, OK, oui, tout ça c'est très gentil, mais quelles sont tes nouvelles combinaisons de moyens? Ils se prennent ça dans l'estomac et ça les bloque. Et pourtant, cette question est une question extrêmement, extrêmement puissante. Alors, une fois qu'on a compris ça, les, euh, ce que je vous propose, c'est de voir comment, justement, on peut utiliser cette question clé, quelles sont les combinaisons nouvelles de moyens, qui est une question de protection, puisque c'est dans les brevets, mais c'est aussi autant une question de conception. Concevoir, c'est combiner. Et c'est combiné avec deux types de moyens. Qu'est-ce qu'on combine? Ce sont des éléments. Comment on le combine? Ce sont des relations entre ces éléments. Donc, on a vraiment un langage de conception-protection. Et ce que je vous propose, c'est de le découvrir, non pas pour lire un brevet, mais euh, pour créer quelque chose quand on est en train de créer une solution technique et de challenger cette création. Et je vous propose, puisqu'on est, Anne vous l'a dit, dans une ambiance nautique, de choisir le cas de l'invention de la planche à voile, quelque chose d'assez simple, mais assez remarquable dans l'invention. Et voici, imaginez que nous sommes tous là, l'équipe qui a imaginé la planche à voile. Et donc, il faut qu'on réponde ensemble à cette question, au fait, quelles sont nos combinaisons nouvelles de moyens, combinaisons très générales, combinaisons plus particulières. Donc, vous allez voir que cette démarche oblige à poser plusieurs questions successives
qui sont très logiques et très structurantes pour la conception, même s'il n'y a pas de brevet à la clé. La première question, quelle combinaison nouvelle de moyens, c'est par rapport à quoi? Donc, quelles sont les solutions les plus proches de la planche à voile en 1968, puisque le brevet était déposé en 1968? Moi, je vois un peu deux sources. Bah, les dériveurs Les qui optimistes. ont des voiles, et puis les planches de surf aussi. Il y a un peu des deux. Mhm. Donc, on peut se dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre comme solution de référence. Moi, j'aurais plutôt tendance à choisir le dériveur parce qu'il y a une voile. Donc, après, on entre dans une deuxième question, une troisième question. Qu'est-ce que je reprends comme moyen du dériveur que je vais réutiliser dans ma solution? Qu'est-ce que je reprends? Bah, clairement, il y a une coque, un flotteur. Il y a, on peut dire, un système voile avec un mât, avec une barre pour tendre la voile longitudinalement. Et puis, ce système voile, il est lié au flotteur, à la coque. Donc, tout ça, c'est ce que je reprends. Alors, et maintenant, qu'est-ce que j'ajoute à ce que j'ai repris du coup d'avant, la solution de référence, pour m'en distinguer en quelque sorte et de la manière la plus générale possible? Et là, on peut se dire, moi, c'était mon premier réflexe, c'est de dire, bah, c'est pas comme sur un dériveur où on a une liaison encastrement, si je puis dire, entre le mât et la coque, à la fois par le pied de mât, mais également par l'étai, par les haubans, etc. On a une liaison rotule entre le mât et la coque. Ah oui, oui. Mais en fait, quand on voit le rapport de recherche, on voit que deux documents sont cités avec des dériveurs qui avaient des liaisons rotules avec le mât et des possibilités de faire des réglages un peu longitudinaux et transversaux du sixième voile. Donc, bah, ça ne suffit pas. Ah, alors comment se distingue des dériveurs qui avaient une lésion rotule en bas? On peut se dire, ce qui nous distingue quand même, c'est que les systèmes d'avant, c'était pour faire un réglage et après, c'était fixe. Tandis que là, c'est vraiment celui qui est sur la planche à voile qui tient le système voile. Et si jamais il lâche le système voile, eh bien, ça tombe n'importe comment, en gros. Donc ça, c'est une distinction, d'une certaine manière. Puis après, on peut dire, ça c'est une distinction générale. Puis après, on peut dire, puisqu'il est aussi un peu particulier, c'est que celui qui est sur la planche à voile, il tient le système voile par ce qu'on appelle maintenant le wishbone, et par ce système qui tend la voile longitudinalement. Et puis, finalement, contrairement au dériveur, ce système, il y a une barre des deux côtés. C'est pour ça qu'on l'appelle le wishbone. Et puis, tiens, en fait, grâce à ça, on n'a plus besoin de mettre de safran, de gouvernail pour diriger le. Voilà. Et donc, ça va donner comme ça une cascade de combinaisons nouvelles de moyens. Et donc, mis sous forme d'une revendication, voilà, par exemple, ce que ça donne. Voilà la revendication numéro un de la planche à voile en 1968. Mhm. Ça vous parle? Bah, alors moi, ce que je vois à l'écran, c'est une phrase sans point. Donc on n'est pas dans Proust à la recherche du temps Ouais, perdu, mais ce que je vois là, c'est une longue, longue phrase qui ouais, fait ouais, globalement une douzaine de lignes. Et ouais, donc précisément, Yann, vous venez de nous expliquer, finalement, voilà, on veut innover, n'est-ce pas, inventer, et on se dit, bon, voilà, je vais essayer, vous l'avez dit, successivement par plusieurs questions, hein. oui, Je vais regarder quelles sont les solutions qui existent, je vais regarder qu'est-ce qui paraît le plus proche, je vais ouais, regarder qu'est-ce que je peux faire qui va distinguer les choses, parce que c'est aussi ça, exactement. la Oui, logique de l'innovation, c'est de oui, se distinguer par quelque chose qui va apporter quelque chose de plus. oui, Et puis, donc, c'est ce que vous avez dit dans le principe de distinction, puis après faire une synthèse que vous nous montrez à l'écran, qui est la synthèse officielle de 1968, qui est donc une phrase très très longue. Et donc précisément, ce langage de conception, bah, effectivement, il va paraître, il est très puissant, mais il est écrit sous une forme qui peut paraître illisible pour les plus novices quand on veut, parce qu'on est toujours dans notre phase de oui. on voudrait innover. Donc il faut qu'on lise vite et bien Il un faut brevet, hésiter. hein. Donc quand on n'est pas spécialiste brevet, Ouais, bah, comment on fait pour transformer ce langage un peu parfois trop complexe en un langage simple et accessible? ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup Anne, parce que vous avez à 100% raison. C'est que clairement, le langage des brevets, le cœur de ce langage, ce sont les revendications. Et c'est cette question géniale, quelles sont les combinaisons nouvelles de moyens? Mhm. Mais réponse à la juriste sous forme là, de 16 lignes,
Et parfois, une revendication fait une demi-page. Parfois, elle fait une page. Vous imaginez une phrase qui fait une page. Je peux vous dire que c'est pas facile à lire pour les juristes et quand ils se remettent dans un dossier, c'est pas instantané pour se mettre dans le jeu de revendication. Mhm. Donc, c'est pas facile pour les spécialistes et c'est, sauf pour quelques innovateurs qui rédigent habituellement des brevets et qui sont complètement dans cette logique, c'est vraiment inaccessible. En revanche, on peut trouver des moyens de répondre à cette question géniale, quelles sont les combinaisons nouvelles de moyens, dans un langage qui plaît aux innovateurs. Et à votre avis, quels sont les langages qui plaisent aux innovateurs pour exprimer un raisonnement logique? Ouais, quelque chose de plus comme un logigramme, quelque chose d'une liste à Voilà, plus. il faut des trucs plus visuels. Donc, Mhm. ça peut être ce qu'on peut appeler des listes hiérarchiques, qu'on connaît bien avec PowerPoint, des listes à puces, là, hiérarchiques, on voit bien. Ça peut être effectivement un diagramme, un schéma. Ça peut être aussi des tableaux qui permettent de croiser des données. Et donc, c'est là où je vous propose très rapidement ce que peut être l'utilisation de ces langages. Pour moi, un langage, c'est un outil pour communiquer, hein. Donc, de ces langages qui sont plus visuels et tout à fait accessibles aux innovateurs. Alors, le premier, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la liste hiérarchique. Et ça, on utilisait ça il y a déjà pas mal d'années, parce que ça permet de faire que cette espèce de bloc de la revendication apparaisse avec des ensembles, des sous-ensembles, et déjà, c'est plus clair. Donc là, maintenant, on peut le faire relativement rapidement. Ça, je l'ai fait il y a quelques jours avec Copilot, donc qui est qui utilise ChatGPT. Donc, en quelques secondes, j'ai mis le texte de la revendication 1, boum, voilà ce que ça balance. Alors, Alors, pardon, je me coupe, oui. mais quel prompt avez-vous donné pour obtenir ça? Vous lui avez dit, Alors, voici. j'ai Mhm. donné, donne-moi sous une forme de liste hiérarchique ce texte. C'est tout, C'est tout. sans le Et donc, j'ai contextualiser. fait un copier-coller de la revendication et je l'ai mis. D'accord. Et sans le Voilà, contextualiser, sans expliquer, exactement. voici une revendication pour la création. Non, vous ne l'avez pas Exactement. contextualisé, Ouais, vous avez demandé ouais, juste une. Et ouais. Copilot vous a donné ça. Mhm. Et peut-être que la première fois, j'ai dit, voici une revendication de brevet, Mhm. peux-tu la mettre sous la forme d'une liste hiérarchique? J'avais peut-être parlé de revendication de brevet, là, j'ai un petit doute, mais voilà. D'accord. Ok. Mais quelques secondes, quoi. Ouais. Quelques secondes. Et là, alors simplement, c'est pas forcément une sécurité juridique. C'est très bien, notamment pour comprendre un peu les aspects techniques, faire de la créativité là-dessus. Mais si Mhm. jamais il y a vraiment une analyse juridique pour vérifier une liberté d'exploitation, là, faut vraiment relire tout dans le détail, c'est certain. Et Mhm. alors, l'autre mode de représentation qui est utilisé depuis quelques années et qui se diffuse, à mon avis, trop lentement, sauf en Chine, on l'appelle l'arbre des moyens. Alors, l'arbre des moyens, ça part du principe très simple que cette notion de combinaison, comme souvent il y a des éléments qui sont liés entre eux, mais sous une forme variée, si on le fait sous forme simplement de liste, c'est pas facile parce qu'on voit pas tous les liens. Donc le schéma s'y prête à merveille. Et le schéma, il est tout simple parce qu'il n'y a que deux éléments de langage dans une combinaison de moyens. Qu'est-ce qu'on combine? Ce sont les éléments. Comment on le combine? Ce sont les relations. On a choisi un code couleur en disant qu'est-ce qu'on combine? C'est un élément, on le met on l'écrit dans un support bleu. Euh, Comment on le combine? C'est une relation. On le met sous forme orange. Soit un simple trait suffit, soit on l'explicite. Voilà, c'est tout. Mhm. Et on peut combiner aussi avec des côtés un peu liste hiérarchique. Et là, ce Mhm. que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout le coup d'avant du dériveur. Qu'est-ce que je reprends comme moyen du coup d'avant? Et après, ça permet de faire apparaître en quoi on se distingue du coup d'avant. Donc, cette notion, substantially free pivotal recent in the absence of user, on lâche le truc et que ça tombe n'importe où. Voilà. Voilà la revendication numéro un. Et Mhm. là, je peux vous dire que n'importe quel brevet, n'importe quelle revendication de brevet que l'on présente sous forme d'art de moyens, et ça se fait vite et bien, là, les concepteurs qui travaillent sur ce sujet, ben, ils sont capables de comprendre les revendications, ils sont capables de les challenger, de les contourner, etc., etc. Alors, en plus, l'art des moyens, ça peut aller plus loin, au-delà d'une revendication, puisqu'il y a toujours les revendications qui sont un peu comme un jeu un peu de poupée russe, de défense d'un château fort du Moyen Âge. Elles sont reliées les unes entre elles. On peut le faire apparaître dans un arbre des moyens, parce qu'on voit, par exemple, que la revendication 6, ben, la 7 précise la 6 qui précise la 1, et donc on peut jouer avec tout ça. Enfin, là, pour ceux qui sont des fans du mind mapping, des cartes mentales, ils se retrouvent complètement là-dedans. Il paraît que c'est très, très fort pour le raisonnement. Donc, voilà ce que l'on peut dire.
et j'arrête ce partage, Mhm. mais ça permet de bien voir que à partir du moment où j'arrête le partage, pardon, à partir du moment où on utilise ce langage, non pas seulement pour lire, mais pour écrire n'importe quel sujet sur lequel on est en train de travailler techniquement, le fait de se poser ces questions, de leur présenter sous forme d'art des moyens, ça permet d'avoir l'équipe qui travaille sur un sujet, d'avoir une vision partagée du sujet. Et je peux vous dire que quand on commence l'exercice, il n'y a pas de vision partagée, enfin, chacun a sa vision. Et une fois qu'il y a une vision partagée, de faire de la créativité, mais très simplement. Simplement en se disant, cet élément, est-ce que ça peut être autre chose? Cette relation, est-ce que ça peut être autre chose? Et toutes les idées qui apparaissent sont des nouvelles formes de combinaison. Voilà. Mhm. Voilà ce qu'on peut dire sur ce côté un petit peu l'ensemble de la lecture. Voilà, Mhm. très globalement, Alors, mais à la fois de la lecture-écriture. Et oui, je c'est dis, c'est ça. comme au CP, on apprend à lire en apprenant à écrire d'une certaine manière. Mhm. On ne peut pas apprendre à lire un brevet si, et le déclic pour ce langage, pour les concepteurs, c'est très clair. On explique, voilà, c'est des combinaisons de nouvelles et moyens. C'est logique. Mais en revanche, c'est pas du tout naturel. Mhm. Donc, quand ils ne l'ont pas utilisé pour créer des trucs, ils ne peuvent pas s'approprier ce langage, ils ne peuvent pas l'aimer. Mais à partir du moment où, seuls avec d'autres, ils ont vraiment trouvé des solutions nouvelles, je peux vous dire qu'ils aiment ce langage, ils aiment lire les brevets et ils aiment créer avec les brevets. Alors, déjà, merci pour cette présentation, on va dire, très nette et très précise, effectivement, de la manière dont on peut lire vite et bien un brevet pour se l'approprier, comme vous venez de le dire, et pour, quelque part, aussi commencer l'écriture de ce que l'on va penser pour aller au-delà, effectivement, de cette invention, puisque c'est ça l'idée aussi, hein. Et Absolument. alors, avant qu'on passe, parce que là, on était donc vraiment sur le fait de dire, voilà, comment lire vite et bien avant de partir dans les recherches. On aurait pu faire recherche avant lire vite et bien, mais on Ah avait non, non, choisi non. ensemble aussi de le Pour faire moi, dans là, ce sens-là. j'insiste beaucoup Exactement. là-dessus. Voilà. Sinon, vous savez, quand Il faut vous savoir connaissez conduire l'adage pour de une partir avec poule la devant un voiture. couteau, C'est ça. quelqu'un qui aime pas lire un brevet, si on le met devant 150 Voilà. millions de couteaux, ça va pas être mieux, quoi. C'est Donc, ça. il y a vraiment il y a une Ouais, base c'est ça. incontournable. Quand on construit un bâtiment, on commence par les fondations. S'il n'y a pas les fondations, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est ça. Et précisément, comme vous venez de le dire, c'est une question de mouvement et de dynamique. C'est pour aller Oui, plus loin, c'est comme la voiture. On ne peut pas oui, partir avec une voiture si on n'a pas compris comment ça fonctionnait, et si on n'a pas le exactement. permis et si on n'a pas les Exactement. codes. Donc, Voilà. il faut d'abord avoir les codes pour partir. Alors, on est là à un temps charnière du webinaire avant de partir maintenant sur la recherche, hein, Oui. comment chercher. Est-ce que déjà, sur la présentation que nous a fait Yann sur ça, alors je sais que vous êtes maintenant 37 participants, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, d'abord, ont peut-être une expérience de l'arbre des moyens, voire, comme vous venez de le dire, qui aiment faire ça sur des mind mapping. Ça aussi, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une Oui. représentation très graphique des choses. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, témoigner, compléter les propos de Yann? Y a-t-il une prise de parole avant qu'on aille plus loin dans la deuxième partie? Je regarde les différents chats. Pas de questions ouvertes dans le module questions-réponses. Mhm. Et pas de propositions dans le chat. Et Gilles, tu vois rien de ton Oui, côté non si plus? on a une personne qui a levé la main, du coup, Ah, moi, je vois pas les mains levées, moi, souhaitez- par contre. si vous le souhaitez, je vais vous donner la parole. Gabriel Léveillé. Voilà. Voilà, normalement, vous devriez pouvoir parler. Et Oui. affichez votre caméra. Alors, votre micro est coupé. Alors, C'est peut-être une Euh, erreur aussi, ça nous est déjà arrivé. C'est bon, est-ce que vous oui, m'entendez? voilà. Oui, on Gabriel vous entend. Léveillé. Bonjour, Oui. alors c'est Lionel Léveillé, Gabriel c'est mon fils, je ne sais pas pourquoi. Oui. Voilà. Alors, Lionel, bonjour. Et Oui. on se Bonjour. connaît, on se connaît puisque vous étiez sur le Master Spi il y a 2 ans. Oui, Donc, c'est ça. Je enfin, voulais juste voilà. apporter un témoignage parce Ouais. que on utilise avec les équipes l'arbre des modèles suite d'ailleurs au Master SPI. Hum, Et je voulais aussi préciser que c'est très utile pour les CPI, pour l'efficacité de la relation avec les CPI, Exactement. Tout à fait. et parce que bon, on a été confronté à, voilà, hein, comme tout le monde, on cherche à être efficace dans le protocole de rédaction des brevets et aller vite, droit au but, la meilleure rédaction possible. Entre l'idée initiale et les premiers jeux de revendication, l'arbre des modèles est souvent un très bon moyen pour aller vite vers les CPI et leur faire comprendre rapidement
l'idée nouvelle, l'idée innovante et l'activité inventive, où est-ce qu'elle se situe? Voilà. Et Lionel, avez-vous Merci vous-même, beaucoup. Super. avez-vous par exemple à un moment donné pris une revendication et l'avez-vous passé par le prompt copilote ou ChatGPT pour voir ce qu'elle pouvait vous sortir? L'avez-vous déjà fait? Oui, 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 par ChatGPT, oui, on utilise les revendications, mais on utilise même presque plus souvent la description dans ChatGPT. Bon, avec le temps, on arrive quand même à se D'accord. débrouiller Oui. sur les revendications, mais parfois, quand on veut, enfin, quand on a une description qui peut faire plusieurs pages, c'est vrai que ChatGPT nous extrait quand même rapidement Oui. des choses. Exact. Oui. Mm. Ok. Merci pour ce témoignage, Lionel, Merci surtout par beaucoup. rapport à effectivement à la relation. Alors, il y a peut-être parmi vous aussi des conseillers en propriété industrielle qui sont là ce soir. Donc, c'est tout un monde aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un monde d'acteurs multiples, des ingénieurs, des CPI, des juristes, mais Oui. aussi des stratèges, hein, des chefs Absolument. d'entreprise. Et Oui. tout ce monde-là doit pouvoir aussi converger vers ce langage commun et Exactement. comme vient de le dire Lionel aussi, et converger rapidement et efficacement, parce qu'on ne peut pas mettre des heures et des heures à se comprendre. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, effectivement, c'est que pour faire culture, pour faire transversalité justement autour du brevet, ce langage-là, alors c'est un peu l'espéranto de la propriété intellectuelle, Oui. mais en tout Oui, c'est cas, vrai, je retiens la formule. voilà. Sauf que l'espéranto n'a pas eu un grand succès, mais c'est la même finalité. Tout à C'est fait. la même Oui. finalité, voilà. Oui. Et tout Oui. ça pour arriver effectivement vers Oui. quelque chose qui puisse aboutir à une représentation très claire et puis de dépasser. Je me rappelle qu'on avait eu un débat rapide avant qu'on continue sur inventer, innover, et j'aimais bien votre Oui. définition, si vous voulez la partager aussi, Yann, sur ce Alors, que c'est qu'innover. Alors, innover, oui, parce que les gens, il y a la définition. L'innovation, c'est quoi? C'est un espèce de mot prétentieux employé par tout le monde, enfin, si je puis dire, voilà. Mais en fait, quand on vient aux sources, l'innovation, c'est l'action d'innover. Et innover, depuis la première définition des Romains, qui disait, innover, c'est introduire quelque chose de nouveau dans un système établi. Il suffit de remplacer système établi par domaine. On a une superbe définition qui est innover, c'est introduire quelque chose de nouveau dans un domaine. Donc, jusqu'à l'utilisation est nouveau dans le domaine. Si d'autres personnes qui assistent à ce webinaire font comme M. Léveillé et commencent à utiliser l'art des moyens de leur entreprise, ben, ils auront innové, ils auront introduit quelque chose de nouveau dans leur entreprise. Point. Donc voilà. Et du coup, les questions, la description du brevet, c'est la mise en question, la définition du mot innover, introduire dans un domaine quelque chose de nouveau. Mhm. Donc on voit la puissance de la structuration des connaissances dans la description et dans les revendications. Alors, merci pour tout ça. Donc, on va continuer. Et surtout, n'hésitez pas encore une fois à lever la main, poser des questions. Voilà, on est là aussi pour pouvoir partager avec vous. Donc maintenant qu'on a compris comment lire vite et bien un brevet, comme on Oui, l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment, on a parlé d'océan rouge tout à l'heure, hein, on a parlé oui, d'îles, d'archipels, parfois de chasse au trésor finalement. La métaphore, on peut la filer quand même à l'envie parce que c'est un bon support métaphorique tout ça. tout à fait. Donc dans cette recherche un peu de l'arche perdue, n'est-ce pas? Pareil, Oui, rechercher pour les plus novices, c'est des fois vraiment un parcours du combattant. Donc, pouvez-vous oui. nous dire Yann, comment on peut chercher efficacement et de manière assez frugale, parce qu'on a aussi une logique de principe d'économie et de moyens qui s'impose et de temps. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, à mon avis, n'importe quel innovateur qui connaît un domaine technique est capable de faire vite et bien un état de l'art de belle qualité. Bon. Ça ne veut pas dire que, et c'est la méthode que je vais vous montrer rapidement, que je pense déjà beaucoup d'entre vous connaissent, mais ça n'empêche que si jamais ce n'est pas suffisant compte tenu de l'enjeu, une fois qu'il a fait sa recherche, c'est toujours bien de se faire aider par vraiment un spécialiste qui va pouvoir aller regarder beaucoup plus, de manière beaucoup plus pointue. Et de même que pour faire un profil de veille technologique, c'est vraiment un travail de spécialiste. Et simplement, ce que je vais vous montrer là, c'est ce que peut faire n'importe quel innovateur qui connaisse son sujet. Ce qu'on appelle la méthode des sites en cité. Et je vais reprendre l'écran. Je vous ferai une démonstration extrêmement rapide en allant sur EspaceNet, si ça veut bien. Et voilà. Et là, ben, je vais taper donc le brevet qu'on a, 34 800. Alors, pour les plus novices, je Et tape dans le chat la méthode, parce que c'est vrai vo- que... voilà. Et Ah, donc, youpi, et bien sûr, on retombe sur ce brevet, ça, c'est facile. Et donc, la méthode que j'appelle, c'est que c'est le principe de partir d'un brevet qui est pas mal dans votre sujet et de tirer la plotte avec les documents qui sont cités dans son rapport de recherche et aussi avec les documents qui sont des brevets ou d'autres documents qui sont
qui sont postérieures, mais qui citent ce document. Et comme il y a une certaine qualité dans les citations de brevets, mais il suffit de tirer la plotte, et puis voilà. Alors là, donc, ce qu'il faut sceller, bien sûr, dans citation. Et là, par exemple, ben, vous avez deux citations, et si pour feuilleter, c'est quand même toujours plus commode ce genre de choses, si on feuillette les dessins, et c'est là où vous voyez, par exemple, ben, justement, dans le document cité, ben, il y a des systèmes avec des rotules, et celui-ci aussi, enfin, etc. Donc, ça existe. Et puis, alors, mettons que celui-ci vous intéresse, il suffit de cliquer, et on le met dans son panier. Et une fois qu'on l'a mis dans son panier, bon, on revient au document, on revient aux citations, mais après, on va regarder non plus les documents cités, mais les documents citants. Et là, il y en a tellement, parce que c'est vrai que c'était un brevet fondateur, qu'ils vont faire un onglet particulier dans lequel il y a 44 résultats. Alors, 44 résultats, là aussi, pour les feuilleter, c'est pas mal de repartir en dessin. Et puis, on voit, toc, il y a celui-là, et puis il y a celui-là, je ne sais pas très bien ce que c'est, ça. Là, on voit que c'est un peu du côté de la rotule. Là aussi, avec une espèce d'arceau un peu combiné, il y a ceci. Mettons que celui-là vous intéresse. Je dis ça complètement au hasard, hein. Vous le mettez dans votre panier. Et quand vous avez vu les 44 et que vous en avez mis deux ou trois dans votre panier, ben, vous revenez dans mon espace net, c'est-à-dire votre panier, et puis vous prenez le premier que vous avez rentré, et celui-ci, ben, vous remoulinez, vous reprenez les citations, document cité, aucun document, document citant, POF, vous en avez 14, et vous recommencez à les feuilleter, donc si possible avec les dessins, parce que là, ça s'y prête. Et toc, celui-là, ben, c'est logique qu'il soit dans les citations, et puis pourquoi pas celui-là, et puis pourquoi pas celui-là, etc. Et donc, et quand vous avez fini d'éplucher le premier que vous avez mis mon espace net, ben, vous prenez le suivant et vous faites les cités. Puis vous continuez à remplir mon espace net. Puis après, vous prenez l'autre, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, simplement, c'est là où je dis, ça ne demande pas d'être très costaud pour chercher dans les bases brevets. Et même si on n'a pas de document au départ, il suffit de mettre quelques mots-clés et on trouve un document qui vous va bien pour commencer à tirer la plotte. Les, euh, mais ça demande n'importe qui est capable de le faire, mais ça demande de connaître un domaine technique pour distinguer les torchons et les serviettes, parce que sinon vous êtes vite noyé sous la masse d'informations. Mais quelqu'un qui connaît son domaine technique et qui fait ça, je peux vous dire qu'en quelques heures, il fait un état de l'art pour un projet d'innovation qui n'a pas à rougir devant la plupart des états de l'art faits au début des projets d'innovation. Voilà, je ferme la parenthèse, par expérience. Voilà. Mhm. Mais alors, de fait, sur cette méthode des sites en cité, comment, pour les plus novices qui sont parmi nous aujourd'hui, Oui, supposons que ce soir, quelqu'un d'entre vous qui est novice se crée un compte EspaceNet, oui. pouvez-vous nous dire finalement quelles seraient les questions sur lesquelles il faut toujours garder le cap? Parce qu'on peut vite se perdre aussi. Donc, quelle est la Alors question sur là, laquelle il faut ben garder le pour cap? moi, il y a l'application de la méthode toute bête et après, c'est au feeling. C'est au Mhm, feeling et c'est là où on voit les experts techniques. Ils voient passer des dessins, etc. Ils se disent ça, ouah, ça m'intéresse. C'est banal, banal, banal. Oh, ça m'intéresse. Donc c'est là où je dis, il n'y a pas tellement de méthode. C'est vraiment au feeling. On feuillette les trucs. Et comme vous en avez un certain nombre qui vont ensuite avoir des rapports de recherche, ça permet petit à petit d'avoir même des documents qui sont de plus en plus pertinents sur ce que vous cherchez. mhm. Donc, faut pas. La méthode, simplement d'être rigoureux, de se dire, je sélectionne ce qui pour moi a du sens, et où là, j'ai envie de continuer à tirer la pelote, je le range, et après, j'irai le reprendre et l'exploiter si t'en cité. C'est tout. Mhm. D'accord. Et après, vous avez, alors bien sûr, EspaceNet, c'est gratuit, c'est libre de recherche. Et puis, quand vous mettez dans votre panier, après, vous pouvez aussi télécharger toutes les premières pages, ou télécharger les documents complets, enfin, etc. Vous faites comme ça, vous faites un petit dossier de votre état de l'art très commodément. Mhm, mhm. Et Et si ça ne va pas assez loin, et si avec ça, si je puis dire, l'innovateur de base va voir un spécialiste interne, externe, ou souvent ce qu'il y a de plus en plus dans les entreprises, c'est le référent de propriété intellectuelle qui est, euh, qui est un concepteur, un innovateur, mais plus costaud sur la l'API que la moyenne des autres, et auquel on va spontanément demander un coup de main.
Et donc, une fois qu'on a fait cette première recherche, si on veut aller plus loin, ben, on va voir le référent pays, où on voit un spécialiste de la veille, où on voit, etc. Mais le fait d'arriver avec déjà ce petit paquet, je peux vous dire que tous m'ont dit la même chose, des spécialistes, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour trouver des choses beaucoup plus intéressantes tout en apprenant des trucs à celui qui a fait la première recherche. Donc, on ne devrait jamais aller voir un spécialiste sans avoir fait soi-même un début de recherche. Mhm. Donc, du coup, on a vu comment lire vite et bien pour pouvoir avoir Oui, le code et le langage. On a oui, vu aussi via EspaceNet comment pouvoir rechercher également de manière assez accessible. Et on le dit dans le teaser, hein, chercher vite et bien, c'est facile. oui, c'est facile. Pardon, lire vite et bien brevet, c'est facile. Et chercher vite et bien, c'est accessible. Oui, Donc, et maintenant, on arrive sur la troisième partie finalement de oui, cette culture brevet, ce premier vernis, hein. oui. C'était la promesse de notre webinaire, c'était de dire une fois qu'on a fait ça, ben voilà, on passe à la phase d'exploitation et comment on va pouvoir exploiter tout ce package d'informations recueillies. Oui. Alors, je pense qu'on a vu l'essentiel. L'essentiel, je vous dis, c'est la première base, c'est qu'une fois qu'on a compris que dans la culture brevet, il y a ce langage extraordinaire, qui est vraiment un langage commun de conception, protection, stratégie, etc. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a à sa disposition cette masse de données extrêmement structurées, on comprend qu'on peut utiliser les brevets pour l'ensemble du processus d'innovation. J'ai beaucoup passé une fois dans une formation, à la fin d'une formation, il y en a un qui m'a fait un retour en me disant, j'étais venu à cette formation en me disant, il était très cartésien, que les brevets, c'est un produit de sortie du processus d'innovation. J'ai découvert pendant la formation que c'était également un produit d'entrée et un produit pendant le projet d'innovation, et bien sûr un produit de sortie. Donc je crois que c'est exactement ça. Donc en gros, si on résume, on va utiliser les brevets pour bien s'informer, pour bien faire de la créativité, pour bien formaliser, capitaliser les connaissances, pour bien les protéger. Et quand je dis protéger, c'est à la fois sentir ce qui est protégeable, voir ce qui peut être intéressant pour l'entreprise à protéger et connaître bien sûr les règles du jeu minimum de comment ça se passe, le comment, etc. Mhm. Euh, et, euh, et donc là, on a l'ensemble de la palette. Donc ça veut dire que cette manière de penser brevet avec cette matière première qui est les connaissances techniques, qui sont la matière première utilisée par les concepteurs, connaissances existantes, connaissances créées, là, le langage et la matière première, ben, c'est utilisable tout le long vraiment du processus d'innovation. Mhm. Alors, vous dites connaissance existence, connaissance créée, mais finalement, il y a de la maïeutique aussi dedans, puisque c'est aussi connaissance transformée. Donc, on est un peu sur une forme de Oui, dialectique, de complètement. dynamique, de mise en Oui, mouvement un petit peu de l'innovation, qui fait qu'en fait, on fait un peu des cercles qui finissent par dépasser, comme vous l'avez dit, le brevet est à la fois une donnée d'entrée, une donnée de sortie, mais une donnée tout au long du oui. processus. Et ce qui permet, quand on est capable de le vérifier bien, ça change beaucoup de choses. Parce qu'au début d'un projet d'innovation, on fait un état de l'art sur la cible qu'on vise. Mais Mhm. un projet d'innovation, c'est pas une cible fixe comme la construction d'une Mhm. piscine, c'est une Mhm. cible mobile. Donc, Mhm. quand on crée, on va ouvrir des champs. Et Mhm. quand on ouvre un champ, il faut être capable d'aller faire vite et bien un état de l'art sur ce champ. La bonne innovation, c'est un va-et-vient permanent avec les connaissances techniques au fur et à mesure de la marche. C'est pas une fois au départ. Et les Mhm. brevets permettent ça, entre le langage et la source d'info, et cette rapidité de la réponse, on peut faire ça. Mhm. Alors finalement, pour conclure sur tout ça, par rapport, parce que finalement, encore une fois, on est là sur trois compétences intrinsèques que sont la lecture, la recherche et l'exploitation. Oui, Finalement, selon vous, quelles seraient enfin, les compétences brevets de base que devraient avoir tous les innovateurs? On l'a dit tout à l'heure, on est sur une oui, communauté qui peut être parfois, comment dire, très... c'est une ruche. On a des juristes, on a des CPI, on a des oui, ingénieurs brefs. Vous avez tout à l'heure parlé de la personne qui est sur la veille. Donc, oui, voilà, il y a toute une galaxie de métiers quand même autour de la propriété intellectuelle, de compétences professionnelles oui, qui viennent aussi irriguer tout ce processus-là. Mais tout à quelque fait. part, pour un innovateur, quelles seraient les compétences de base qu'il devrait avoir, son kit finalement de survie dans la propriété intellectuelle, qu'il devrait avoir à minima Oui. pour lui-même s'en sortir? Quelles seraient-elles, ces compétences de Ah, ben, base? écoutez, merci parce que pour moi, ben, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. Il y a d'abord être capable d'aimer lire les brevets, parce que tant qu'on Mhm, n'aime pas les lire, ça marche pas. De chercher vite et bien dans les bases, de faire de la créativité. Ce sont des sciences de créativité très faciles à animer par n'importe qui, donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, d'être capable de formaliser un peu à la manière d'un brevet, c'est le mémo innovation, c'est inspiré donc des décisions du brevet, une innovation, qu'elle soit brevetable ou non à l'arrivée. Et puis,
pour savoir comprendre le côté protection, qu'est-ce qu'on peut breveter, qu'est-ce qu'on a intérêt à breveter pour l'entreprise, comment on s'y prend. Et j'ajouterais une autre compétence qui n'est pas strictement brevet, mais qui me paraît importante, qui est la compétence euh, savoir participer à un partenariat de recherche et développement. Parce que de plus en plus, on coopère donc pour innover. Et, et là aussi, il y a une culture minimum. De même que la culture brevet, c'est la culture, c'est un peu l'intelligence de la matière première que l'on utilise. Et la culture contrat, c'est un peu l'intelligence de la manière de l'utiliser avec d'autres, avec les règles du jeu. Mhm. Donc, avoir un minimum de culture contrat pour être à l'aise, pour communiquer au juste nécessaire en fonction de la confidentialité, pour être capable de comprendre ce à quoi on est engagé, ce à quoi sont engagés les autres, et puis aussi très très important, comprendre les comportements qu'il faut avoir pour bien coopérer. Je reviens là-dessus, c'est ce qu'on appelle les soft skills pour les partenariats de R&D, etc. Mhm. Donc Mhm. c'est un peu, je dirais, tout ce package. Et alors là, où je rebondis sur ce que vous dites, c'est que pour l'instant, je suis convaincu que les innovateurs et les entreprises pensent que elles sont de plus en plus concernées par les brevets, mais que la marche à monter pour avoir ces compétences, c'est lourd et donc, bon, on verra ça qu'on aura. Pas du tout. En une demi-journée, quelqu'un qui part de rien sur les brevets, il est capable à la fois de comprendre les principaux ressorts et d'être motivé pour y aller. C'est plutôt de la sensibilisation et des repères. En une journée, on peut donner tout à fait les compétences et les outils qui permettent à un innovateur de base de commencer vraiment à foncer à utiliser les brevets. Mhm. Et si on veut vraiment aller plus loin pour que les personnes s'approprient vraiment à fond les méthodes les outils et les utilisent sur ce qu'ils portent comme projet, en 2 jours maxi, on a fait le tour. Donc c'est quelque chose qui est très accessible. C'est pour ça que je me dis notamment que c'est un peu dommage que dans l'enseignement supérieur technique, il n'y ait pas ce kit de base, Oui, cette sorte d'acculturation finalement, bien sûr, avec un petit peu les fondamentaux, quoi. des Euh, fondamentaux. ouais, c'est ça. Ok, Voilà. alors bah écoutez, merci Yann pour tout ça. Alors on arrive presque au terme de ce webinaire qu'on a voulu, en tout cas le plus dynamique avec Yann et voilà, dans une logique un petit peu de dialogue. Est-ce que voilà, tout ce qu'a pu présenter Yann suscite des questions, des souhaits de prise de parole? On a encore quelques petites minutes avant de se quitter. Euh, des questionnements, des témoignages aussi, pourquoi pas? Voilà, des compléments, des réactions. Juste pour laisser un peu le temps aux personnes de Ouais. réfléchir, je vous propose ce qui pour moi est un peu une forme de conclusion. Dans les entreprises, souvent, on dit aux concepteurs, il faut que vous produisiez des brevets, il y a des objectifs de brevets. Et je préfère renverser les choses en disant, les, c'est pas, les concepteurs ne sont pas des machines à produire des brevets, mais si les concepteurs ont la culture brevet, ce sont d'excellents concepteurs et bien sûr, l'entreprise bénéficiera d'excellents brevets auxquels ils contribueront. Voilà, petit clin d'œil. C'est intéressant. Euh, Et ça évoque aussi, j'arrête le partage ouais, pour que tout le monde puisse voir. ça évoque aussi une métaphore, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, de la partition, de la musique à jouer, hein, du langage, du code, Tout à avec fait. voilà, l'harmonie par exemple. Quand on joue en groupe et qu'on joue à plusieurs, bon, c'était la fête de la musique ce week-end, ben, on le voit Oui. aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on partage le même langage, la même façon de, voilà, si les uns sont en la mineur et que les autres sont en mi bémol majeur, bah, ça fait des couacs. Donc Oui. effectivement, il faut pouvoir avoir ce partage de langage commun. Donc, merci pour cette citation. Alors nous avons une question dans le public. Quid de convaincre sur l'importance des brevets pour le top management? Grande Ah, question. voilà. Écoutez, merci beaucoup pour les questions. La question, je vais peut-être un tout petit peu l'élargir. La principale difficulté, parce que tout ce que je vous ai dit, je dirais, c'est simple, du bon sens, c'est évident. Mais on se dit, mais on marche sur la tête, on est chez Ubu. Quand on voit que peut-être 2 ou 3% des étudiants quittent l'enseignement supérieur en sachant lire le brevet, en aimant lire les brevets, on se dit, mais ça, où est-ce qu'on est? Et donc, la principale difficulté pour sortir de cette situation ubuesque, la principale difficulté, c'est la conduite du changement. Et la conduite du changement, elle est très différente suivant les acteurs. Pour les concepteurs de base qui n'ont pas de... Quand ils lisent ça, ils disent, tiens, bon, j'aurais aimé voir ça dans mon école d'ingénieur, enfin bon, mais bon, ils n'ont pas trop d'arriérés.
Une conduite de changement un peu délicate, c'est les experts techniques. Des experts techniques qui ont 20 ans de métier, qui aiment leur technique, qui sont même inventeurs, qui n'ont pas tellement reconnu leur bébé en lisant leur brevet, etc. Ou pour les qui deviennent fans des brevets, addicts des brevets, comme leur a imposé un grand responsable R&D dans une entreprise, qui deviennent addicts des brevets, ben, il faut les sortir de la logique. Soit les brevets c'est génial et je suis nul, soit soit c'est moi qui est fort et les brevets c'est nul. Donc il faut leur montrer qu'ils sont pas nuls et que les brevets c'est pas nul. Donc, et c'est là où il faut arriver à trouver des chemins discrets pour que dans un livre que j'écris, vous pouvez télécharger sur Internet, qui s'appelle Bien innover en toute simplicité, sous-titre Innover pour le bien, bien le faire, je raconte une anecdote de quelqu'un qui a réussi en faisant des binômes entre ces experts techniques et des petits jeunes qui arrivaient, qui se parlaient dans le secret, qui du coup faisaient en sorte qu'il y a une évolution culturelle des experts parce que en vase clos, avec seulement un petit jeune, ils ont découvert les brevets. Donc les experts techniques, il ne faut pas les prendre de front, il faut arriver à faire qu'ils s'approprient le truc de manière un peu indirecte. Pour répondre à votre question, le top management, c'est la même chose, ils n'ont pas appris à l'école. Donc là aussi, il faut le faire avec pas mal de délicatesse sur des cas concrets, sans jamais leur dire, vous savez pas, je vais vous apprendre à lire. Et donc, c'est le mieux de travailler sur des cas concrets. Et c'est là où l'arbre des moyens peut être très commode, parce que comme c'est un élément nouveau, ça aide à la conduite du changement. Il y a un élément nouveau qui permet de faire que maintenant on s'y intéresse plus. Et j'ai même vécu une fois, en animant des formations dans une grande entreprise, déposant du top 20 français, au moment mon interlocuteur, parce que je co-animais avec lui, le responsable pays, il me dit, il faut qu'on aille présenter nos formations au comité directeur. Je dis, ouais, c'est bien ça. Il me dit, Yann, je vous préviens tout de suite, euh, j'ai préparé ça avec le président, euh, c'est pas seulement pour expliquer ce qu'on fait à la base, parce que maintenant ça commence à diffuser, du coup il y a des remous. C'est sous prétexte d'expliquer ce qu'on fait pour la base, de faire en sorte que le comité de direction grimpe un peu en compétence sur le sujet. Ah, je dis, ah oui, tiens, je n'avais pas vu ça. Donc voilà. Donc, vous voyez, le top management, faut trouver les trucs. Et puis, il y a les spécialistes juridiques. Et les spécialistes juridiques, là aussi, il y a de la conduite de changement. Il y a ceux qui disent youpi, ça me fait langage commun. Et je l'ai vu notamment dans une réaction aux États-Unis. Vous venez avec ça pour me proposer des brevets. Youpi, c'est génial. Et je connais même une entreprise maintenant qui a, n'ayant pas peur de le dire, je vous dirai pas laquelle, qui a imposé à son conseiller en propriété industrielle, après un an de demande, il a imposé, il a dit, toutes nos demandes de brevets qu'on va faire avec vous seront, il y aura un arbre des moyens qui évoluera au fur et à mesure de nos allées-venues entre nous. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'était imposé. Donc il y a un certain nombre de spécialistes juridiques qui disent youpi, c'est comme ça que je raisonne et puis ça me permet de mieux vous parler et c'est parfait. Il y en a pour lesquels il y a un peu plus de conduite de changement à faire. J'ai peut-être été un peu long, mais je vous remercie de votre question parce que pour moi, il faut faire très attention de ne pas foncer tête baissée en disant youpi, c'est simple, c'est génial, on y va. Parce que vous allez vous heurter à toutes les conduites du changement de tous les acteurs d'entreprise. Et si je fais un petit parallèle avec l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, il y a aussi là aussi forcément un peu de conduite du changement. C'est là où est la difficulté. On peut aussi ajouter effectivement le fait que depuis maintenant une cinquantaine d'années, les choses se sont renversées dans les entreprises par rapport au poids des actifs tangibles et des actifs intangibles. C'est-à-dire que Oui, les c'est vrai. brevets aujourd'hui, on le sait depuis 75, avant les actifs corporels de l'entreprise pesaient pour 80%, les actifs immatériels pour 20%. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La tendance s'est Oui, inversée. Finalement, le capital, comme on dit souvent structurel, c'est le capital physique. Il s'use si on s'en sert, oui, mais le capital immatériel sert si on en use. Et d'une certaine manière, c'est peut-être ça aussi pour convaincre le top management, parce que eux, c'est la décision stratégique, c'est de dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on va dans des alliances, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on va dans du licensing, est-ce qu'on va dans du contrat, est-ce qu'on va dans du partenariat. Euh, on va, voilà, tout cet aspect collaboratif de la propriété intellectuelle, en fait, elle peut être aussi quelque part guidée et pour convaincre ce top management de dire l'entreprise, aujourd'hui, son poids, c'est
Le poids de l'entreprise, c'est 80% des actifs immatériels. Donc les brevets, donc les processus internes, Donc, la le marque, secret, la marque. la notoriété, le savoir-faire, le Oui, capital humain aussi. On le dit oui, souvent, absolument. la formation des salariés, leur savoir-faire. Tout ça, Oui, ça contribue finalement, comme vous l'avez oui, dit, à la grande dynamique de l'innovation de l'entreprise. Et finalement, c'est ça aussi, c'est de convaincre le top management en lui disant, on oui. ne peut pas faire sans ça. On Sinon, peut pas faire sans effectivement, on ça. n'est plus Et là, compétitif. vous ouvrez, vous élargissez, c'est-à-dire Ouais. qu'au-delà de la culture brevet, qui est accessible, Mm, il y a cette culture propriété intellectuelle c'est ça. qui est accessible. Et la propriété intellectuelle concerne toutes les fonctions de l'entreprise. Et pour montrer que c'est accessible, vos impôts, chers auditeurs, ont payé un petit fascicule fait par le ministère de l'économie, la DG6, qui s'appelle PME 2. Pensée propriété Ouais. intellectuelle, Mm, et qui est un livre de vulgarisation du management de la propriété intellectuelle dans les entreprises, et mm, qui est possible à lire même pour des étudiants en prépa, un médecin, quelqu'un de marketing, enfin, c'est vraiment, et ça montre que c'est du bon sens et c'est une culture très humaine. mm. Parce que vouloir manager l'innovation sans respecter les créateurs et les créations, les siennes et les autres, ça se passe moins bien. Mhm. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a ce petit guide dont vous parlez, Yann, sur lequel, alors bien évidemment, on va bientôt terminer. On vous mettra tous les liens vers ces éléments-là demain, quand voilà, vous recevrez toutes et tous qui avaient participé à ce webinaire, tous les liens. On a deux questions rapides dans le module Q, questions et réponses. Existe-t-il donc des documents de référence sur l'arbre des moyens avec des exemples progressivement complexes, avec des exercices pour être utilisés lors des sessions de formation? Alors, c'est vrai qu'on a la formation sur l'arbre des moyens qui arrive bientôt et que vous animez aussi. Oui, Donc là, on vous mettra, si je peux me permettre, Yann, on vous mettra le lien du replay, on vous fléchera tout ça et on vous fléchera effectivement les formations que vous animez avec nous, Yann, à oui, l'automne, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin encore et pouvoir continuer avec vous d'approfondir tous ces oui. éléments-là. Alors, il y a un document, mais qui est un document, enfin, qui est un peu du genre publication, qui explique les brevets et l'arbre des moyens. D'une certaine manière, ça, je pourrais vous envoyer le document. Donc, mais ça ne traite pas des exemples pas à pas. Et les exemples pas à pas, moi, j'aime bien les traiter et les construire avec les personnes, notamment dans cette formation, c'est très facile de dire qui est inventeur dans la salle. Bah, et moi, bon, bah, on prend votre brevet, pof, on construit ensemble l'arbre des moyens, puis je vous montre comment on fait, puis vous continuez. Et puis je dis aux autres, bah, si vous êtes vous aussi inventeur, allez chercher votre brevet, faites-le, on compare. Donc il y a un côté qui est très bien. Et une fois que les gens l'ont vécu, en plus, sur leur truc, je peux vous dire que ça laisse pas indifférent. Hmm. Alors, il y a une autre remarque très rapide dans pareil, dans le module questions-réponses. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Yann, nous avons une remarque d'une personne qui est diplômée d'une école d'ingénieur, passionnée par les brevets, et qui a vraiment, qui s'est formé lui-même tout seul, on va dire, Ah oui, et super. qui est Il surpris faut le par les lacunes. flécher, lui. Oui, voilà. Qu'il n'hésite Nicolas, pas à qu'il n'hésite pas à prendre contact avec moi et je pourrais bien lui sûr. Ah bah ça, communiquer des trucs voilà. bien volontiers. Le mot passion, en général, c'est un Oui, mot gâchette. Mais en tout cas, Nicolas, vous nous dites qu'effectivement, vous êtes surpris par les lacunes des ingénieurs en sortie d'école. Et votre ouais. question est, est-ce que des initiatives sont prévues, par exemple, par la commission d'éthique d'ingénieurs pour sensibiliser les élèves ingénieurs et intégrer les brevets dans le programme des écoles? C'est une grande question, mais c'est un vrai constat, je dirais. Moi, je l'entends Oui, souvent de dire, dans les oui, écoles d'ingénieurs, il y a cette lacune, il y a ce trou oui. dans la raquette. Et là, j'aurais tendance à dire, il y a ce trou, il y a cette lacune, mais introduire, il y a actuellement comment ça s'appelle, l'association des ingénieurs, là, ils tentent un Commission peu de d'éthique travailler d'ingénieurs. sur des petits modules vidéo, Mm, etc. mm, Mais je pense qu'on fera basculer véritablement les écoles d'ingénieurs mm, quand les enseignants-chercheurs qui aiment la technique deviennent addicts des brevets. Et c'est à eux de diffuser. Parce que si à la limite on forme les élèves contre eux, ça coincera. Donc c'est vraiment. Alors il faut le faire un peu par tâche d'huile et, mhm, euh, et vraiment partir de quelques-uns qui ont envie et qui, pour faire en sorte que des enseignants qui ont envie d'apprendre ces rudiments pour mieux y voir clair dans le domaine technique qui les passionne, refaire la traçabilité des choix de conception des planches à voile qui maintenant font comment ça s'appelle, le kitesurf, et puis maintenant au-delà du kitesurf, enfin, retrouver tout ça pour ceux qui aiment vraiment un domaine technique, et qui du coup, ils seront passionnés, ils le transmettront à leurs élèves sans rajouter de cours, et en faisant mm, gagner beaucoup de temps sur ce qui sera fait dans les projets, les stages, etc. Et mm. ça diffusera aussi dans les écoles. C'est mon rêve. Bon. En tout cas, alors voilà, on arrive, ça y est, au terme. Nous avons embarqué avec vous toutes et tous et j'espère que tout ça vous a intéressé. Et c'est vrai que vous avez dit au tout départ, Yann, vous avez dit à un moment donné, c'est un langage qui est
qui est pas naturel, qui est complexe, mais qui est Oui, logique. Et finalement, oui. on voit bien là que on passe de quelque chose qui doit être logique à la base pour aller vers Mm. quelque chose pour lequel nous devons faire culture commune. Et comme vous venez de le dire, vous avez parlé d'addict. Finalement, au-delà de faire culture commune sur le monde des brevets, nous devons faire aussi passion commune. On Tout à doit fait. effectivement éveiller les passions et éveiller l'engagement, la compréhension et l'envie de le faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas seulement savoir lire un brevet, mais aussi aimer le faire. Et tout Exactement. ça, il faut pouvoir se donner les moyens. Donc, un grand merci à vous, Yann, en tout cas, Écoutez, pour c'est cette avec façon que plaisir. vous avez communiqué Merci aussi. pour vos questions et les questions des auditeurs qui... Merci aussi donc aux auditeurs qui étaient là et qui sont restés. Donc, pardon pour le petit retard que nous avons pris. Nous allons vous envoyer dès demain, effectivement, le replay du webinaire, mais également tous les liens vers les formations animées par Yann à l'automne sur lesquelles vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire de façon à pouvoir, j'ai envie de dire, approfondir la question autour des brevets. Et puis, écoutez, merci encore à toutes et à tous pour ça. Et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau webinaire. Et encore un grand, grand merci Yann. C'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous.